toutes et bonjour à tous, bienvenue à vous dans votre espace matinal de tous les jours. Nous sommes le lundi 11 novembre, petite piqûre de rappel et nous sommes très heureux de vous retrouver pour passer ensemble 1h30 de pur bonheur en votre compagnie. Dans quelques instants, Aïda Meshri, dans sa rubrique Psychologie, elle s'intéressera à la responsabilisation des enfants. Quelles tâches pouvons-nous accorder aux enfants? Comment instaurer un système de responsabilité et surtout à quel âge? Vous allez voir que ça commence plus tôt que ce que vous pensiez. Hasna Zoubiri sera notre invitée aujourd'hui. Elle s'occupe du reportage de la semaine dans l'émission Satya Naroud. Elle sera là pour en parler. Mounia Witis reviendra sur l'emmaillotage ou l'emmaillotement aujourd'hui. C'est pour bébé et il paraît que c'est pour le réconforter, mais pas que. C'est ce que nous allons découvrir tout à l'heure dans la rubrique Mère et enfants. Wida Dagabi, quant à elle, elle s'intéressera dans la rubrique santé à la grippe et à la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière qui a débuté donc hier. Les appareils de chauffage, comment bien les choisir pour éviter les accidents? C'est le moment d'en parler avec Farah Hamadash dans la rubrique consommation et vie pratique. Allez, sans plus tarder, la météo avec Nina Abed ce matin. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Bonjour Nina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Alhamdoulilah. Alors, il paraît qu'il va pleuvoir toute la semaine. Oui. Et ben voilà. On y va? On y va. Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et très bon réveil. Effectivement, beaucoup de pluie en cette journée sur l'ensemble des régions nord et Météo Algérie a mis un deuxième BMS concernant les régions de l'Est. Le cumul risque de dépasser les 50 mm de Annaba jusqu'à Tipaza et un autre BMS également concernant les régions de Djidjel, Béjaïa et Skikda. Le cumul risque d'atteindre les 100 mm en journée. On notera toujours quelques pluies éparses, notamment sur les oasis, un ciel toujours couvert sur le Nord Sahara, la Saoura, le Sahara oriental, un ciel voilé vers l'extrême sud de Hogar et le Tassili. On notera également de la neige jusqu'à 1200 mètres d'altitude sur le centre, sur l'intérieur centre et est, et jusqu'à 1000 mètres d'altitude vers l'intérieur ouest. Les températures de cet après-midi, on notera sur la moitié nord 19 degrés à Annaba, Alger, ainsi qu'à Oran, Tlemcen, 12 degrés à Tiaret, 21 degrés à Gardaya, 20 degrés à Béchar, 30 à Tindouf, 28 à Adrar et Ain Salah, et enfin 38 degrés à Bord Beji Mokhtar et Ain Gazzam. On passe tout de suite au Moyen-Orient pour aujourd'hui. On notera un ciel plutôt nuageux du côté de Sanaa, Riyad, dégagé à Bagdad, Koweït City, Abu Dhabi et Khartoum. Côté Mercure, on notera 33 degrés à Jeddah, 35 à Khartoum, 26 à Sanaa, 30 degrés à Bagdad, 29 à Koweït City, 27 à Riyad et enfin 29 degrés à Abu Dhabi. Place tout de suite à l'éphéméride et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition et www.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Merci Mina. Merci à vous. Vigilance donc sur les routes tout au long de cette semaine. Notamment à l'Est. Notamment à l'Est, surtout pour les automobilistes. Exactement. Même pour les piétons. Même pour les piétons, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. On va vous. vous souhaiter une belle journée en tout cas. Et quant à nous, on continue comme à chaque fois en musique avec Ayoub Mejahed et Hakat Liyam.
Sur le plateau de Bonjour d'Algérie, nous allons tout de suite accueillir la première rubrique du jour, tout de suite après ceci. La rubrique du jour, vous l'avez compris, c'est la rubrique psychologie présentée par Aïda Mchri. Bonjour Aïda. Bonjour, comment ça va? Super bien, alhamdoulilah. Toujours souriante Aïda, Oui, toujours oui, belle. oui. Mais je suis contente, le cadre est agréable, les thématiques sont là, les gens m'accompagnent. Alhamdoulilah, shukran. Voilà, alhamdoulilah. Et le thème du jour, c'est la responsabilisation des enfants. Justement, responsabiliser les enfants donc, fait partie du rôle des parents, mais aussi de celui des éducateurs et éducatrices. Et en les responsabilisant... Ça va, hein, en les responsabilisant, j'y arrive. Voilà, les enfants se sentent utiles, compétents et importants puisqu'ils sont capables de faire comme les grands. Absolument. C'est ce qu'ils veulent finalement. Absolument, absolument. Une grande histoire, mais vous savez, responsabilité, autonomie, voler avec ses propres ailes, trouver cette liberté, beaucoup de choses. Hein. Le concept, il est complexe, mais j'avoue que la thématique en elle-même, elle est très chaleureuse comme ça. C'est quelque chose qui concerne tous les gens qui nous entourent. Oui. Souvent, quand je choisis des thématiques comme ça qui sont très ciblées dans la psychologie ou complexes ou symptômes, pathologies, mes collègues, les gens qui m'entourent sont un peu différents. Hier, c'était indifférent parce qu'ils ne savent pas trop qu'est-ce que ça veut dire TOC, qu'est-ce que ça veut dire maniaque, qu'est-ce que ça veut dire, voilà, les gros mots comme ça, les concepts, on va dire, de la clinique. Mais quand il s'agit de clés, ça c'est des thématiques clés, il me semble. Oui. Hier, les gens qui m'ont demandé, tu vas travailler sur quelle thématique? Alors, la responsabilité, ou comment responsabiliser un enfant, ça a touché tout le monde. Tout le monde voulait voir comment on peut secouer les adolescents, comment on peut apprendre à nos enfants de prendre leurs affaires, comment on peut leur inculquer cette autonomie à jeune âge, comment tout ça. Je tiens aujourd'hui à remercier le Hadjouja Moualkhir Berja, Saad Berja, qui a soutenu la thématique tout de suite. Il a parlé de sa petite fille comme ça. Elle racontait comment une maladie, par exemple, peut changer le cycle de vie. Ce n'est pas qu'un apprentissage. C'est clair. Il y a des événements comme ça dans la vie qui nous bousculent, qui nous donnent de l'âge et qui nous poussent vraiment au devant de la scène pour qu'on puisse vraiment porter les choses encore mieux, avec plus d'autonomie. Je félicite la petite Hani Malek Ghanim, aujourd'hui secouée par une maladie. Tout a basculé dans sa vie. Elle mange pas comme avant, elle joue différemment, elle a pris les choses en main avec une grande responsabilité et avec conscience et beaucoup de force. Et c'est à partir de là que j'ai envie de commencer ma thématique, juste pour dire combien les choses nous frôlent et combien on peut vivre les choses, mais des fois on ne cerne pas les choses, on n'a pas le concept. Il y a des choses qui s'installent, mais on ne sait pas trop à quel moment. Elles s'installent malgré nous, donc on doit vivre avec finalement et on doit s'organiser. Et c'est la richesse de l'être humain, c'est la richesse de l'individu et comment nous, parents aussi adultes, on a la responsabilité d'éduquer. À partir de là, on s'arrête juste pour comprendre que ce qu'on est en train de dire fait partie de l'éducation. Si on ne le fait pas, c'est qu'il y a quelque chose qui manque dans notre manière d'apprendre à nos enfants, de pouvoir s'autonomiser et qu'il y ait chose innées en eux. C'est quelque chose qui leur donne la force de pouvoir gérer leur espace, prendre le plaisir aussi de pouvoir vivre et consacrer les choses à leur manière, à leur style, et puis bouger un tout petit peu dans l'espace. Et je crois que ça commence vraiment, vraiment très, très, très tôt. Petit, un enfant de 2 ans comme ça, il peut faire l'effort de ramasser les jouets, de pouvoir comprendre qu'il a son espace, qu'il a son objet, étant donné que les enfants s'accrochent rapidement au jeune âge comme ça vers tout ce qui les entoure et ils disent que c'est à moi. Donc c'est difficile d'arracher une poupée, difficile de reprendre les objets là où ils ont une difficulté de partager avec les autres. Eh bien voilà, on commence déjà d'emblée de parler de ce concept à partir de cet âge. Justement, et cela nous invite à poser cette question, quelle tâche finalement pouvons-nous donner aux enfants et à partir de quel âge? Donc avant
vous dites à un enfant de 2 ans, donc avant 3 ans, on commence déjà à le responsabiliser, mais comment? Peut-être lui donner cette tâche de ramasser ses jouets. Ouais, ouais. C'est déjà ramasser ses jouets, ramasser peut-être ses petites chaussettes, des objets lui appartenant, façon de dire que voilà, tu peux faire comme moi et tu peux donc t'occuper de tes affaires. Il me semble qu'on ne commence pas comme ça d'emblée avec un enfant. Ce qui est important à comprendre, c'est que l'enfant doit déjà d'emblée comprendre l'acte lui-même. Comment faire? Et ça, c'est à l'adulte. Donc lui montrer comment ramasser ses objets. Lui montrer comment les choses se font. Comment les ranger, peut-être, dans son casier. À partir de là, je place la phrase, par exemple, c'est de définir un tout petit peu les tâches. Un enfant ne sait pas faire, c'est à nous de définir un tout petit peu comment les choses s'installent. Ça veut dire, il y a panier, il y a un endroit, il y a une manière de le faire, on prend, on met en classe. Et c'est quelque chose que moi, j'instaure les rituels et j'instaure la manière de faire. S'il est un peu plus grand, oui, il peut participer à la cuisine, par exemple. Il peut prendre sa tasse et la remet. Il peut prendre son linge, par exemple, sale, il le met dans le panier. Il peut, par exemple, trier les paquets après un shopping, trier les aliments. Ce qui s'installe dans ces actes majeurs pour l'adulte, c'est de pouvoir placer les phrases pour lui expliquer le but et comment faire. Ça veut dire, si je parle par exemple de nourriture à la cuisine, je peux expliquer à mon enfant que ça c'est riche en vitamines, ça on prend en quantité, ça on le cuit dans l'eau, ça on prend ça avec ça. C'est une éducation qui va lui permettre de comprendre le paquet, ce qu'il contient, l'aliment, ce qu'il doit manger, où le mettre. Et à partir de là, si je projette ma vision un tout petit peu quelques temps plus tard, je saurai que c'est un adolescent qui saura cuisiner seul si j'arriverai en retard. Il saura prendre un œuf et où trouver la casserole pour pouvoir le cuire. Les choses s'installent comme ça, mais d'emblée, ce n'est pas le responsabiliser vers un acte comme ça. De leur apprendre, leur inculquer. C'est vivre d'abord les événements, vivre d'abord le moment, vivre d'abord l'acte lui-même pour leur expliquer dans quel sens on le fait. Trier les couleurs, par exemple, des vêtements. On met le blanc avec, c'est dans le sens de jeu, hein, on le met vraiment quelque chose qui lui permet... Qui l'accroche, qui lui donne le plaisir de pouvoir vraiment choisir les choses, aider. Et vous savez, les enfants bougent tellement trop, ils s'impliquent tellement que si on les invite juste à partager les choses, ils vont pas dire non. Hein. Cuisiner, changer, mettre les cuillères à part et les fourchettes de l'autre, ils vont contribuer à instaurer ça. Ça veut dire... S'il est un peu plus grand, il peut par exemple faire le lit le matin, il peut ramasser les cahiers. C'est quelque chose qui est... On doit aussi lui expliquer que la cuisine, c'est assez dangereux aussi. Lui expliquer le danger du feu, de tout le reste, de pouvoir se brûler. Ben voilà, on est en train de voir en image. Ah oui, c'est inévitable. Placer le couteau qui tranche, la cuisine, ça, je crois que c'est à partir de l'action, on dit éducation, le responsabilité, c'est justement pour placer ces seuils de danger dans lesquels l'enfant doit faire très attention pour pouvoir vraiment assurer, gagner cette confiance. Exact. C'est quelque chose qui s'installe. On peut lui apprendre à se laver les mains, c'est déjà lui inculquer une culture qui se brosser les dents. Se brosser les dents, se laver les mains. C'est aussi le responsabiliser à travers des gestes mettre simples. Mettre pyjama, ramener les livres avant de dormir. Beaucoup de choses qui sont simples. C'est pour ça que c'est un peu difficile de dire le 1, 2, 3, 4. C'est quelque chose qui s'installe dans chaque famille différemment. Chaque famille, chaque couple, il a sa manière d'instaurer les choses. Et puis, ce qui devient dangereux, ce sont les parents, les adultes qui sont tellement rapides qu'ils n'ont pas la patience d'accompagner et de faire apprendre à leurs enfants. Et pour gagner du temps et pour vraiment faire vite et voilà, se précipiter, voilà, ils le font eux-mêmes, pas ils bâclent, ils le font eux-mêmes. Voilà. Au lieu de permettre à un enfant de comprendre qu'il faut prendre la brosse à dents, l'accompagner, vivre ce petit moment, tout ça, avant de l'instaurer comme rituel. Quand il l'acquit comme c'est, quand il comprend, quand il saisit le moment, on dit oui, tu peux répéter ça tous les jours par exemple, ou tu peux le faire 3 fois par jour par exemple. Et l'obligation vient dans le mouvement de le soutenir et l'accompagner pour pouvoir le réaliser à long terme. Donc il faut vraiment réussir le premier pas, l'accompagner et puis voilà, être exigeant pour pouvoir vraiment l'aider à continuer dans cette autonomie, dans ses rituels, l'impliquer à vivre en famille, l'impliquer vraiment à partager. Mais instaurer un système de responsabilisation finalement.
Ça se dit comme ça, mais moi je dirais instaurer chez les parents une patience, un savoir-faire, un mot comme ça. Les parents, ce n'est pas aujourd'hui c'est la maman qui le fait, demain c'est le papa, après le troisième jour c'est le désordre, on ne sait pas qui le fait, ce n'est pas moi, c'est toi. Il y a quelque chose dans la dynamique de famille qui va permettre à ces parents, à ces adultes qui l'entourent, de pouvoir vraiment vivre le système de la famille. Ce qui est dangereux, c'est de pouvoir vraiment s'appuyer sur un membre, s'appuyer sur la maman, par exemple, ou la grand-mère, qui va vraiment assurer le tout pour ramasser leurs cahiers, leurs affaires, mettre les vestes. Et voilà, l'enfant, s'il n'a pas cette autonomie à un jeune âge, il va fatiguer un tout petit peu les adultes parce qu'il va oublier la veste, il va oublier sa trousse, il oubliera de mettre les chaussettes avec les chaussures. Donc, il y a quelque chose comme ça qui devient notre responsabilité à nous. Comment vraiment pouvoir les bousculer comme ça, les réveiller, c'est justement de ne pas lâcher prise. Il y a quelque chose là où de fort qui nous invite aujourd'hui à prendre soin de nous-mêmes. Prendre soin de nous-mêmes, ça veut dire mettre nos tâches, mais aussi s'arrêter au seuil des tâches des autres pour leur permettre de prendre le relais, qui n'est pas rien du tout. La responsabilité vient au moment où moi, je me responsabilise dans ce qui me concerne, moi. Exact. Si j'ai beaucoup de tâches à réaliser, demander de l'aide, ce n'est pas une honte. Demander de l'aide, c'est une force de pouvoir vraiment impliquer tout le monde et surtout de leur inculquer cette autonomie qui va leur permettre demain de voler avec leurs propres ailes. Quand la maman n'est pas là, quand elle est malade, quand le papa il n'est pas là, quand ils sont seuls, à quel point je pourrais glisser ses clés dans sa main pour lui dire tu rentres, tu allumes la télé, tu m'attends, ou par exemple tu fais tes devoirs, essaye de... C'est quelque chose qui ne vient pas du jour au lendemain. C'est pas une baguette magique comme ça pour comme offrir tout apprentissage d'ailleurs. Voilà. C'est quelque chose qui va déjà s'installer sur un grand pilier qui est la confiance. Voilà, je te fais confiance, je te donne ces clés, je sais que tu vas me les rendre. Oui. Voilà, je sais que tu peux les faire. Ça ne veut pas dire aussi que je ferme les yeux, que je fais confiance, que tout ira très bien. Ça veut dire que je place avec lui. Voilà, ça veut dire que je place ce beau acte comme ça avec force et doucement pour lui dire vas-y, fais-le. Mais je suis toujours derrière. Quand il réussit, ça devient un rituel. Ça, c'est différent. Aujourd'hui, si on parle des rituels, nos enfants, comment ils le font, rapidement, on va voir ceux qui regardent la télé, ils ne bougent pas une tasse et ils demandent à la maman de leur ramener un verre d'eau. Ouais. Et ceux qui sont là à trier leur chambre, leur stylo, à se préparer pour des voyages, à faire attention aux objets de la famille, les petits jouets, les affaires de la maman, tout ça. Ils ont appris, mais c'est quelque chose qui vient à jeune âge. Souvent, on a l'impression que c'est un trait de caractère, mais en fait, non, pas du tout. C'est un apprentissage, c'est une culture qu'on a. C'est l'éducation des parents, tout simplement. C'est exactement ça. Comment éduquer nos enfants à ce qu'ils puissent vraiment prendre le relais et puis travailler seuls et puis voilà, réviser seuls, par exemple, dans leur chambre. À quel moment je peux vraiment le soutenir, l'appuyer comme ça pour lui dire bravo quand il ne sait pas. Quand il sait, j'applaudis, je lui dis félicitations, tu mérites quelque chose de mieux. Mais voilà, il faut vraiment savoir rebondir sur ces difficultés. Un enfant ne sait pas faire du jour au lendemain. Une fille ne sait pas vraiment ramasser la vaisselle, faire la vaisselle comme une femme adulte qui a appris, ou comme un père qui a appris l'habitude de le faire. Oui, ils vont se tromper, ce n'est pas tout à fait ça, ce n'est pas de cette manière, c'est différent, mais c'est notre patience qui va leur permettre de comprendre. Ben voilà, ils vont comprendre que c'est comme ça que ça se passe, et puis ils vont avancer doucement. Aujourd'hui, probablement dans les écoles, ils ont commencé à l'instaurer, mais voilà, on continue d'un espace à l'autre. Déjà, avant l'école, ça commence très tôt. Oui. Vous l'avez dit, on peut s'organiser. Certains parents s'organisent à travers des tableaux pour eux. Oui. D'autres, pour leurs enfants, ils font des dessins. Pour ceux qui se débrouillent bien en dessin, des dessins avec des images. On le sait tous, les enfants sont attirés par les couleurs, par les dessins, par les images. Et c'est un peu la mémoire visuelle qui est très forte, qui lui permet, donc le dessin va lui permettre de comprendre la tâche, de la faire. Et puis peut-être il faut le récompenser après s'il le fait bien.
pour qu'il continue. C'est comme ça que ça se fait, c'est très important. Oui. L'image, c'est extraordinaire, le mot, le verbe, je prends sa main, mais aussi il faut jouer le jeu. Hein. C'est pas, on inculque quelque chose à nos enfants là où nous, on n'est pas capable de faire la même chose. Hein. Ce n'est pas la maman qui jette un peu partout, qui demande à son fils ou à sa fille de mettre de l'ordre un peu. Ça devrait être un exemple, la maman. C'est important que ça soit sur la même longueur d'onde. Une tâche, c'est une tâche. On le fait comme ça, c'est une manière. Quand on demande de service, on demande à l'autre de le faire, on le remercie, on comprend qu'il a fait quelque chose, il a besoin d'être soutenu. L'apprentissage de pouvoir vraiment protéger ses affaires, de pouvoir vraiment s'autonomiser, ce n'est pas juste un acte comme ça d'emblée, une colère, une anxiété. Beaucoup de mamans explosent en crise de nerfs comme ça parce qu'elles n'en peuvent plus, ou par exemple pour secouer le papa, pour secouer les enfants autour d'elle, elle est là à se venger, à vraiment placer les choses en anxiété. Ça n'apportera absolument rien, surtout si je me rapproche un tout petit peu de volets de personnes qui ont des tocs, ou ils ont une manie comme ça de nettoyage, là où c'est important qu'ils le fassent eux-mêmes, avec cette répétition, cette idée de répétition qui est très dangereuse à l'intérieur, un petit symptôme comme ça de propreté qui fait qu'ils ont le contrôle sur l'objet, sur l'espace. Ben non, il faut faire attention que l'éducation nous demande aussi de libérer ses enfants, de même si on essaye et on est coincé pour nos symptômes, il ne faut pas aussi forcer les choses. Je ne peux pas forcer mon fils, par exemple, à se laver les mains à chaque fois qu'il rentre, à chaque fois qu'il bouge un objet, à chaque fois où le lavage lui-même ne devient pas un acte de propreté, là où il apprend quelque chose, mais il devient une souffrance, là où il va le faire parce que voilà, la maman l'oblige à le faire. Voilà. Il faut choisir le moment de la journée où l'on fait ces tâches-là. Peut-être après le petit déjeuner, peut-être quand on est en train de discuter avec maman. C'est une manière d'apprendre les choses comme ça quand il y a un moment de complicité, j'allais dire, un moment d'apaisement comme ça entre maman et bébé, enfin bébé et son enfant, je veux dire. Ouais. Et donc, il faut absolument choisir le moment où les tâches doivent être accomplies. Dans l'apprentissage, c'est à l'adulte de choisir ce moment. Oui, c'est à l'adulte, voilà, bien sûr, évidemment. De choisir ce moment. Mais aussi, dans la richesse des actes, vous savez, ça peut venir, ramasse le panier, ramène-moi ça, bravo. C'est quelque chose qui peut nous entourer. On ne sait pas quel moment ça peut tomber. Et parce que c'est tellement riche, voilà, ça peut paraître, on parle de jouer ou brosser les dents, c'est deux choses, mais il n'y a pas que ça. C'est manger, c'est mettre la cuillère, c'est prendre la bonne position, c'est enlever la télé, c'est prendre le cahier. C'est débarrasser par la suite, tout est là. Moi, il me semble, ce qu'on doit dire, c'est qu'on ne s'arrête pas juste à l'acte. Il y a quelque chose qui va venir après l'acte, qui est pourquoi on le fait. J'enlève la télé juste pour lui expliquer que ça fatigue, qu'il a un espace de temps particulier, qu'on est contre les écrans, qu'on est contre les tablettes, il y a toute une philosophie qui s'installe avec ces rituels. On ne le fait pas juste parce qu'on le fait. Voilà, on ne mange pas juste parce qu'il faut qu'on se nourrit. On mange, mais on comprend que le dessert, il a sa place, que l'eau, on prend en quantité, que les choses... Nous, ce qui nous coince un tout petit peu aujourd'hui, c'est que tellement le rythme est rapide et tellement qu'on l'a fait, et voilà, avec le premier et le deuxième, qu'on n'a pas la force de le faire avec le troisième bébé, ni de prendre le temps comme ça d'expliquer les choses doucement et de prendre cette patience. Ouais. Voilà. Je crois qu'il faut vraiment se ressourcer pour pouvoir vraiment féliciter ses enfants, leur permettre vraiment de comprendre dans quel sens on le fait. Si je donne les clés, pourquoi je le fais. S'il ferme la porte, pourquoi. S'il ferme la fenêtre, s'il met l'écharpe, s'il met le manteau avant de sortir, s'il met ses chaussures. Il faut absolument qu'il comprenne. Tout va de soi, mais c'est associer toutes ces paroles pour pouvoir vraiment lui donner cette force de pouvoir vraiment s'équilibrer. Et ce n'est pas rien du tout. Même s'il pleure, même s'il n'est pas d'accord, même s'il nous bouscule, mais il saura le faire demain et c'est la grande leçon de la vie. Ben voilà. Merci beaucoup, Aïda Merci, Soraya. C'était fort intéressant, en tout cas. Merci d'être là aujourd'hui pour nous parler de la responsabilisation des enfants. Ce n'est pas rien. Si on veut que l'enfant grandisse avec des valeurs et avec qu'il puisse être
c'est-à-dire grandir avec une certaine responsabilité, il faut lui apprendre ça dès son enfance. Absolument. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui et merci beaucoup, Aïda. Allez, on continue. Notre émission vient tout juste de commencer. Nous allons accueillir dans un moment notre collègue Hasna Zoubiri. Tout de suite après ceci, regardez et appréciez. Retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Nous accueillons tout de suite Hasna Zoubiri. Bonjour Hasna. Bonjour Soumeya. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Alors Hasna, vous vous occupez donc du reportage de la semaine dans Ça tient la route, une émission d'une vingtaine de minutes consacrée à la sécurité routière avec 4 rubriques, donc des mots du pro animés par Anis Benaï, le zapping, parole d'enfant et puis le reportage de la semaine. N'est-ce pas, Hasna? Exactement, c'est exactement ça. Donc en fait, le reportage de la semaine est choisi par la rédactrice en chef qui est Amel Messaïd et qu'on a reçu, voilà, que vous avez reçu il y a quelques semaines, dans Bonjour d'Algérie il y a quelques semaines, et par la journaliste qui est moi. Donc voilà, donc on choisit pas forcément en fonction de l'actualité. Donc certainement c'est en relation avec la sécurité et la sensibilisation routière puisque c'est la thématique de l'émission. Ça tient la route. Donc voilà, donc on se réunit chaque dimanche, un briefing hebdomadaire, et on choisit la thématique qu'on va aborder la semaine, cette semaine en fait, la semaine qui suit. Donc un reportage donc, qui nécessite beaucoup de travail puisque c'est un reportage qui est lourd, entre 4 et 5 minutes, qui demande beaucoup d'intervenants, notamment les institutions publiques, les forces de l'ordre, à savoir la police et la gendarmerie nationale. Donc la protection civile aussi, puisque c'est un maillon très important dans la sensibilisation et la sécurité routière. Donc voilà, c'est en gros notre travail. Des fois, un reportage nécessite plusieurs sorties, puisque plusieurs intervenants et tout dépend de leur disponibilité. Donc voilà, c'est ça le reportage. Et voilà, ça nous donne envie de voir peut-être tout de suite votre reportage. Ben voilà, un des reportages que vous avez réalisé, donc qui est passé il y a quelques semaines. Qui est passé il y a quelques semaines et qui est passé hier au JT de midi, justement. Et c'est le moment d'en parler parce que c'est la période de la saison des pluies, justement. Et durant les premières pluies d'automne, eh bien, les automobilistes ont tendance à faire de la vitesse. Le nombre d'accidents de la route augmente. Donc, en temps de pluie, dans ce reportage, les intervenants, notamment ceux de la protection civile, nous donnent quelques conseils pour éviter les glissades. C'est un reportage de Hasna Zoubiri. Regardez. Conduire lorsque les conditions météo ne sont pas favorables n'est pas chose facile. La conduite par mauvais temps nécessite une attention supplémentaire des automobilistes. Une chaussée glissante induit de nombreux risques. Il y a déjà un manque d'adhérence. Donc il y a beaucoup plus de risque de dérapage, de glissade, dû aux premières pluies, c'est surtout ça. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la conduite par temps sec
par temps de pluie, surtout les premières pluies, c'est très différent, c'est pas la même chose. Et du coup, il faut prendre beaucoup de précautions, être très prudent. Voilà. Nous sommes à la veille de la saison hivernale. Les premières pluies d'automne ont déjà fait plusieurs dégâts. La direction de la protection civile de la wilaya d'Alger a pris de nombreuses mesures. Pour les inondations, notre plan de prévention, c'est de demander au président des APC ainsi qu'aux autres épiques de la wilaya d'Alger de nettoyer les avaloirs, de procéder au nettoyage de l'ensemble des ruelles pour qu'on ne puisse pas avoir des inondations, surtout les inondations de l'automne. Ça, la première des choses. Et plus particulièrement, on demande, nous, malgré le nettoyage et l'entretien de nos moyens d'intervention, comme par exemple les motopompes, comme par exemple les cordages et tout ça, on les fait quotidiennement, on n'attend pas la saison hivernale, mais malgré ça, le directeur de la protection civile de d'Alger insiste pour qu'on puisse faire des réunions quotidiennes et permanentes pour le nettoyage et pour tout ce qui s'ensuit. Le plan d'intervention qui comprend les noms des personnes qui contactaient des jours et des nuits et les moyens matériels les disposant au niveau de ces modules pour qu'on puisse les exploiter lors des réunions. Nous, autant que planification opérationnelle, la protection civile autant que planification opérationnelle, on a une station, on a des bureaux, on a ici, là où on doit faire des réunions quotidiennes avec des responsables des modules, avec les responsables des autres institutions hors de la protection civile, pour qu'on s'organise comment faire la chose. Hormis le plan d'intervention, la protection civile a mis en place un plan de prévention qui englobe une campagne de sensibilisation au profit des usagers de la route. Qu'on ne cesse de s'adresser aux automobilistes, aux enfants, aux écoliers, à travers, c'est-à-dire les médias ou bien à travers les campagnes de sensibilisation. La dernière qu'on a fait, c'était au niveau de la gare routière de Kharouba. C'était la veille du Maulid, plutôt du l'Aïd al-Kbir, pardon. Et parce qu'on sait très bien que la veille du l'Aïd, il y a un déplacement de beaucoup de personnes vers les autres wilayas. Alhamdulillah, on n'a pas enregistré d'accident ni le premier jour ni le deuxième jour du l'Aïd, mais le bilan qu'on enregistre actuellement au niveau de la wilaya d'Alger, c'est approximativement 10 à 15 accidents de circulation par jour, sur les 24 heures. Et c'est un bilan qui reste toujours assez lourd. Mais quelles sont les précautions à prendre par les automobilistes lors des premières pluies d'automne? Ce qu'on conseille, nous, aux automobilistes, la première des choses, c'est, bon, bien sûr, avec les premières pluies, d'abord de vérifier d'abord leur véhicule. Et quand on dit la vérification du véhicule, cela va du balai d'essuie-glace jusqu'au lave-glace. Deuxièmement, la vérification de l'état des pneumatiques. Parce que le pneu, c'est lui qui rentre en contact avec le goudron. C'est ce qui nous permet d'avancer. Vérifier les freins, bien sûr. Et le plus important, c'est conduire doucement et respecter le code de la route. Ce qu'il faut éviter de faire, de bloquer les freins, de donner des coups de volant, parce que ça peut impérativement perdre le contrôle du véhicule. Et si on bloque les freins, ça peut causer une glissade et donc une collision. Ce qu'il faut faire, d'abord, réduire la vitesse le minimum possible, réduire la vitesse, garder une distance de sécurité, c'est la survie du conducteur, si on peut dire, garder une grande distance de sécurité et éviter les freins secs, les coups de frein, parce que ça peut entraîner une glissade ou bien une perte du contrôle du véhicule, surtout les premières pluies. Donc une fois la chaussée est lavée, là on peut progressivement augmenter de la vitesse tout en gardant bien sûr une distance de sécurité. Les repères visuels des automobilistes sont déstabilisés par mauvais temps, la vigilance est donc de mise. Voilà,
Alors Hasna, à travers cette rubrique, vous essayez d'être au plus près de l'actualité, mais de toucher également toutes les tranches de la société. Exactement, surtout les jeunes, puisque le dernier bilan du Centre national de prévention et de sécurité routière qui a été publié la semaine passée, donc parle de 34% des accidents qui ont été enregistrés entre le 1er janvier et le 30 septembre dernier sont causés par les jeunes, entre la tranche d'âge entre 18 et 29 ans. Donc, ce qui est alarmant. Les jeunes utilisent beaucoup la vitesse, savent pas en temps de pluie ou en beau temps, ils s'en foutent. Ils pensent qu'ils vont gérer de toute façon. Exact. Les véhicules neufs, ils sont très bien équipés, la nouvelle technologie. Donc, ils se laissent aller en route et ils savent pas que leur vie et d'autres vies est en danger en fait. Une réaction peut-être par rapport au reportage? Oui. Donc voilà, à travers ce reportage, nous avons essayé de donner quelques conseils. Nous avons sollicité la protection civile pour donner quelques conseils aux automobilistes pendant les premières pluies. Qui dit première pluie dit glissade, dit carambolage, dit beaucoup d'accidents. Et on en voit tous les jours sur nos routes. Donc voilà, nous avons essayé de... Il y a aussi Karim Mahmoudi qui est moniteur d'une auto-école, qui est vraiment impliqué dans la formation, disons, puisque la formation est très importante, c'est un maillon très important, sachant que voilà, le dernier bilan aussi tire la sonnette d'alarme. La plupart des accidents sont aussi causés par les apprentis, donc les 80, si on peut appeler ça comme ça, donc les nouveaux permis, et qui remet en cause la formation au niveau des auto-écoles. Il faut peut-être faire attention en cette période de pluie, de brouillard également. C'est clair, d'ailleurs les conseils ont été donnés. Oui. Voilà, il faut faire vraiment très attention, réduire la vitesse, garder la distance de sécurité, ce qui est très important, parce que en fait la glissade est toujours là, surtout la visibilité réduite, voilà. Et puis on va s'intéresser à un autre sujet. Celui-ci est passé hier dans l'émission, donc ça tient la route, c'est tout récent et ça concerne les mesures prises par le gouvernement afin de réorganiser la sécurité routière. Alors, le Centre national de sécurité et de prévention routière qui a fait une proposition pour justement faire face au terrorisme routier, on va appeler les choses ainsi, à travers donc cette commission qui va être créée, c'est la délégation nationale de la sécurité routière, n'est-ce pas Hasna? Exact. En fait, la délégation nationale regroupera les forces de l'ordre, donc la DGSN, la gendarmerie nationale, et entre autres les deux centres, à savoir le Centre national de prévention et de sécurité routière, ainsi que le Centre national du permis de conduire, qui vont être dissous et rejoindront la délégation nationale de sécurité routière, qui va être chapeautée par le Conseil consultatif interministériel de la sécurité routière, qui ce conseil s'occupera de donner en fait la stratégie, la mesure qui a trait à la sécurité routière, et qui va chapeauter le travail de la délégation, elle qui s'occupera de l'exécutif, en fait appliquer ces mesures et ces lois et ces décisions. Voilà. Merci beaucoup Hasna Zobiri, merci d'avoir été parmi nous ce matin pour nous parler de ce qui vous passionne le plus finalement. Tout à fait, oui. Franchement, j'adore ça, j'adore la sécurité routière, la sensibilisation, en fait, parce qu'on travaille avec les gens et les conseiller, les orienter, c'est un travail très passionnant. Voilà, merci beaucoup en tout cas, merci. D'avoir été parmi nous. Vous embrasserez Amel pour nous? Inch'Allah, oui. Merci beaucoup. Voilà, quant à nous, on continue avec ce sujet concernant l'association des filles de femmes à domicile qui aide les artisanes à faire connaître leurs produits d'artisanat qu'elles fabriquent chez elles. C'est le moment d'en parler, c'est l'hiver, on peut faire des travaux manuels chez soi et c'est l'occasion d'en parler. Regardez, c'est un reportage signé Maya Amrani ce matin. L'association des filles de femmes
œuvre pour mettre à la lumière des artisanes aux doigtés de fée qui travaillent chez elles à l'ombre. Le nom de l'association, c'est Défi de femmes à domicile. C'est des femmes qui font chacune sna'ataha à la maison et c'est l'occasion d'organiser ces événements pour qu'elles représentent le produit. Des femmes, pour la plupart autodidactes, dans le domaine de l'artisanat, mais qui par besoin ou par ennui se sont lancées chez elles dans une création qui leur permet d'avoir une occupation plaisante. Je suis adhérente à Défi de femmes à domicile. Grâce aux expositions, on fait... Vous arrivez à vendre? À vendre, oui. Alors qu'est-ce que vous utilisez comme matière? Alors il y a la pierre de culture, le cristal, des fois des pierres semi-précieuses, bon, on n'arrive pas à les marcher, à les vendre facilement, bien sûr. Les pierres précieuses. Bon, il y a l'œil de tigre, par exemple. Bon, l'œil de tigre, il est là. Voilà, l'œil de tigre. La turquoise africaine. Voilà. Il y a même la vraie turquoise là-bas. Le cristal. Les pierres de Mexique. Bon, voilà. Ça, on appelle le faux. On dit le faux corail. C'est des pierres de Mexique. En nacre, oui. En nacre aussi. Des pierres de culture, oui. Avec du bronze. Il y a celles qui, ayant pris leur retraite, se sentent encore performantes et sentent le besoin d'avoir une occupation ou assouvir enfin une passion qui leur tenait à cœur. On fabrique du savon, on est deux, moi et ma collègue, Selima Ben Smeya. On est deux à fabriquer du savon artisanal à partir de produits bio. Et là, nous avons plusieurs catégories de savon pour tout type de peau. Ça dépend de la personne, le problème de la peau, les andra et tout. Donc on essaie de contenter tout le monde. Et ben, c'est à base d'huile végétale, et beurre végétal et l'huile d'olive. Voilà, oui, bien sûr. Dans des expositions, vous avez des boutiques? Non, on vend dans des expositions. On se fait connaître par des expositions. Et c'est à partir de là que les gens commandent nos savons, en ligne aussi, sur Internet. Et c'est à partir de là qu'on se fait connaître et on a une certaine catégorie de clientes. Donc, c'est des recherches qu'on fait. Et il y a plusieurs. Par exemple, là, vous avez le savon à la glycérine. C'est un régulateur de pH. Ceux qui ont des problèmes, des mains et tout. Là, vous avez le savon au miel. Donc, oui, au miel. Là, c'est carrément blas al-hara. Et le savon miel est très nourrissant pour la peau. Le monde de l'artisanat appartient aux passionnés de l'art et de la créativité. Voilà, de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie pour accueillir cette fois nos rubriques. Il s'agit de Farah Hamadaj. Bonjour Sonia, bonjour à tous. Bonjour. Donc vous vous occupez de la rubrique consommation et vie pratique, ça ne changera pas. Oui, ça ne sera pas vie privée comme la dernière fois. Voilà, ça ne sera pas vie privée, non. Vie pratique plutôt. Agabi, oui Dada Gabi. Bonjour. Bienvenue à vous. tous. Oui. Vous vous occupez du volet santé et Mounia Witis. Oui, bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Bébé, mère et enfant, c'est un peu votre dada. Papa aussi. Papa aussi, ouais. De temps en temps, on va essayer de trouver des sujets On va pour ça. parler de... Ouais, on va trouver des sujets concernant la responsabilisation de papa. Oui. Voilà. Mais on commence tout de suite avec consommation et vie pratique, tout de suite après ceci. Tink, il n'y a pas de jingle.
C'est pas grave, ce sont les aléas du direct. On commence tout de suite. Voilà, allez, on rentre dans le vif du sujet. Voilà, alors on rentre dans le vif du sujet. Le thème choisi par vous aujourd'hui, c'est les appareils de chauffage. Vous avez dû le ressentir, l'hiver est à nos portes. Les températures se sont rafraîchies, surtout hier soir. Le moment de rallumer les chauffages est arrivé. L'occasion pour nous de parler des appareils de chauffage, notamment ceux fonctionnant au gaz, comment bien les choisir et éviter les produits contrefaits. D'ailleurs, le plus gros risque est l'intoxication au monoxyde de carbone. Tout d'abord, quelles sont les manifestations physiques d'une intoxication au monoxyde de carbone? Alors malheureusement, chaque année, on dénombre des personnes qui décèdent à cause du monoxyde de carbone. Et ça a aussi commencé déjà, même si on n'est pas vraiment rentré dans la période estivale, mais il y a eu déjà des victimes. Et comme tout le monde le sait, le monoxyde de carbone, le CO, donc il n'a pas d'odeur, n'a pas de couleur, donc lorsqu'il se dissipe dans l'air, on ne le sent pas, on ne le voit pas, et c'est ce qui fait qu'il est vraiment redoutable. Alors, comment on peut reconnaître une intoxication au monoxyde de carbone? Alors, il y a 3 paliers. Le premier palier, c'est lorsqu'il y a une exposition légère, c'est-à-dire une petite intoxication. Alors, on ressent de légers maux de tête, des nausées, des vomissements et une fatigue. Bizarrement, ce sont des symptômes qui ressemblent à la grippe. Donc, on se dit que oui, je couvre quelque chose, c'est pas méchant, en fait, non. Ça, déjà, c'est une exposition légère. Tout à fait. C'est ce qu'on voit sur l'affiche. Ce qui se passe. Exactement, c'est les premiers symptômes. Le monoxyde de Exactement, carbone. c'est pour l'exposition légère. Ensuite, on a une exposition moyenne. Là, on a de gros maux de tête qui sont pulsatiles, c'est-à-dire on a l'impression qu'on a un petit cœur qui bat dans le cerveau. Donc là, déjà, c'est mauvais signe. On ressent aussi une somnolence, une confusion, et on a aussi le pouls qui s'accélère. Donc là, déjà, ça veut dire qu'on a respiré pas mal de gaz de monoxyde de carbone. Oui. Et une exposition extrême, généralement, c'est ce qui arrive lorsque ce genre d'intoxication arrive durant la nuit, quand les personnes dorment, parce qu'ils ne ressentent pas les premiers symptômes. Là, c'est l'inconscience. Ce sont des convulsions, une détresse cardio-respiratoire et la mort s'ensuit malheureusement. Donc, dès qu'on commence à ressentir les premiers symptômes, vomissements, nausées, maux de tête, etc., on ouvre les fenêtres. Premier réflexe, on ferme la bonbonne de gaz ou le robinet d'arrêt du gaz de ville. Et bien sûr, on appelle la protection civile, le numéro 14. Ça, il faut toujours l'avoir en tête. Appelez la protection civile parce qu'il faut une prise en charge juste après. Voilà. Urgente. Voilà, comment bien choisir son chauffage à gaz? C'est la grande question aujourd'hui. Alors, pour choisir son chauffage à gaz, alors aujourd'hui, le choix est super large. Il y a plusieurs marques, il y a des marques locales, des marques importées. Donc, le consommateur, parfois, il ne se retrouve plus. Mais il y a quelques réflexes de base à avoir lorsqu'on va choisir son chauffage. Alors, de préférence, on achète le chauffage chez un distributeur officiel ou agréé par la marque. Déjà là, au moins, on sait que le produit il est authentique. Il n'est pas contrefait. Ouais. La garantie, on va revoir ça, c'est pas toujours garanti. Garantie dans le sens... Au moins, on sait qu'il est authentique. Bon produit. C'est-à-dire qu'il est fabriqué par la marque qui est apposée sur le produit. Donc, parce que c'est le distributeur officiel. On lui donne le vrai. Qui n'est pas contrefait. Exactement. Donc, on achète chez un distributeur officiel. Alors, on peut acheter chez un revendeur multimarque, c'est-à-dire celui qui vend plusieurs marques. Mais à ce moment-là, il faut exiger une fiche de garantie. C'est très important. Et cette fiche de garantie, on la demande aussi lorsqu'on achète chez un distributeur officiel. Et là, il ne suffit pas de nous donner juste un certificat comme ça, vite. Il faut qu'on trouve quelques mentions sur ce certificat pour qu'il soit valable. Alors, il doit nous mettre le nom, l'adresse et le numéro du service après-vente, soit du fabricant ou bien de l'importateur, pour qu'on ait un vis-à-vis en cas de problème. Il doit aussi mentionner le délai de garantie, 6 mois, 1 an, 2 ans. Il faut qu'il mentionne ça. Il faut aussi, bien sûr, le cachet humide du vendeur, plus la date de l'achat. Parce que c'est à partir de la date de l'achat qu'on va calculer la garantie. Donc c'est important. Et voilà, il doit donc la fiche, le certificat de garantie, doit mentionner tout cela pour qu'elle soit valide. Sinon, parce que toujours on trouve dans les emballages, lorsqu'on achète un chauffage ou n'importe quel produit électroménager ou autre, parfois on trouve la fiche de garantie. Mais en fait, elle est vide. Il n'y a rien dedans. Il vous dit, ouais, c'est bon, vous avez la garantie. Mais non, il n'y a pas le nom du vendeur, il n'y a pas le cachet du vendeur, il n'y a pas la date, il n'y a rien. En fait, elle ne vaut rien, cette fiche de garantie. Donc, toujours on demande plus, bien sûr, une facture ou un ticket de caisse, au moins la preuve d'un achat.
Comme ça, demain, s'il y a un problème, si le produit ça ne fonctionne plus, il y a quoi que ce soit comme problème, on peut revenir chez le vendeur et lui dire, voilà, j'ai acheté chez vous, voici le certificat, voici le ticket de caisse ou la facture, etc. pour qu'ils prennent en charge, soit ils réparent ou bien ils remplacent le produit. Autre chose, pour éviter les contrefaçons, lorsqu'on va acheter un chauffage, de préférence, on achète un chauffage avec le nom de la marque qui est gravé sur le produit. On évite les étiquettes pour éviter la contrefaçon, parce que souvent, les contrefacteurs, ils ne contrefont pas une marque, généralement. C'est des faussaires qui vont fabriquer différentes marques, toutes les marques qui marchent. Donc il ne peut pas investir dans un appareil qui va graver le nom de chaque marque. Il va se contenter d'imprimer des stickers, des étiquettes et les coller sur les produits. Donc ça, on ne prend pas. On achète un chauffage qui a la marque qui est gravée ou bien un moule, enfin moulé dans la carcasse du chauffage. Donc là déjà, c'est un gage que ce n'est pas un produit contrefait. Et qu'on remarque facilement finalement. Oui, on le voit, généralement on voit la marque qui soit gravée ou bien on voit que c'est un moule, la marque elle est dessus, etc. Mais quand vous voyez une marque avec un sticker, ça il faut se dire, bon, laisse tomber. Aussi parfois les contrefacteurs, ils jouent sur les logos aussi. Alors on voit que souvent, parfois on se trompe à cause de ça, que ce soit pour un chauffage ou autre. Alors on voit que c'est quasiment la même marque. Ils changent une lettre ou juste des petites, exactement, ils jouent sur ça. Ensuite, ils vous prennent la même typographie pour écrire la marque, les mêmes couleurs. Et parfois, le consommateur, lorsqu'on va acheter, on est un petit peu pressé, on va se dire oui, c'est ça, c'est la marque que je cherchais. C'est trompeur, ça marche à tous les coups. Exactement, c'est pour ça que parfois, malheureusement, le consommateur un petit peu, il se fait arnaquer comme ça. Donc, il faut faire très attention. Bien s'assurer que c'est la bonne marque qu'on cherche, que le produit n'est pas contrefait, voir bien la description, où c'est fabriqué, etc. Et ça, on a parlé côté contrefaçon. Alors côté sécurité, lorsqu'on va acheter aussi un chauffage, toujours, acheter un chauffage qui a une cheminée d'évacuation. C'est le tube, normalement on va voir sur une photo, c'est le tube qui sort de l'appareil qui va vers la cheminée quand on a bien un immeuble. Depuis un moment, il y a justement des chauffages qui n'ont pas... Voilà. Exactement, on nous dit très dangereux. Il y a un filtre à l'intérieur qui est censé filtrer les gaz de combustion. Exactement, non, il faut toujours acheter un chauffage avec... On est en train de voir en image. Exactement, c'est ça. Le tuyau d'évacuation. Donc il faut toujours acheter un avec une cheminée d'évacuation, au moins. Comme ça, les gaz de combustion, ils ne restent pas à l'intérieur de la maison, ils sont évacués à l'extérieur, dans la cheminée, généralement dans un immeuble ou alors quand on a une maison individuelle, il y a toujours une évacuation. Donc comme ça, pour éviter les risques d'intoxication au monoxyde de carbone. Et justement, vous avez parlé d'intoxication au monoxyde de carbone. J'ai envie que notre spécialiste santé, Widad Gabi, puisse réagir à la question. Alors, comment prendre en charge quelqu'un qui vient d'être... Justement, c'est un problème qu'on rencontre chaque année, à l'hiver surtout. En hiver. Oui, en hiver, et on recense plusieurs cas de décès à cause de l'intoxication au monoxyde de carbone. On reçoit aux urgences aussi les patients qui ont les premiers symptômes à l'intoxication, et en général, c'est en fonction du degré de l'inhalation, enfin la quantité inhalée de monoxyde de carbone et les symptômes, que la prise en charge va en découler. Et en général, soit c'est en premier réflexe, on les met sous oxygénothérapie, on les surveille pendant plusieurs heures, et je vous ai dit, ça dépend, est-ce que c'est un coma, est-ce que le patient il est conscient, ça dépendra des symptômes. Mais c'est un problème qu'on rencontre souvent aux urgences chaque année. Surtout en ce moment. En ce moment, oui, l'hiver. En hiver. Voilà, merci beaucoup. L'idéal, c'est la prévention. Oui, c'est d'acheter le meilleur, c'est-à-dire choisir bien le chauffage. Exactement, bien choisir et aérer surtout. Surtout aérer, ça c'est un point très très important, parce que les gens en hiver, ils ont tendance à tout fermer, etc. Il ne faut pas. On laisse toujours une petite fenêtre. Si vous avez dans la cuisine une petite fenêtre, vous l'en trouvez, d'autant plus que chez nous, généralement, toutes les fenêtres sont équipées de barodage, donc il n'y a pas de problème. On laisse toujours une petite fenêtre ouverte dans la cuisine, je ne sais pas, même dans la salle de bain aussi. De préférence, ne pas le mettre dans la salle de bain. Ça, c'est déconseillé. Vraiment, c'est la chose à ne pas faire. Non, jamais dans la salle de bain. Mais même s'il n'y a pas de chauffage dans la salle de bain, on laisse, parce qu'il y a une petite fenêtre généralement dans la salle de bain, on laisse la fenêtre. Oui, pardon. Mais en général, dans les appartements, en ce moment, il y a quand même une petite ouverture exactement.
pour évacuer. Tout à fait. Il y a une affiche avec ça, justement comme des petits ronds là qu'on met. Exactement. Voilà. Mais ils peuvent s'obstruer de l'installation. Il faut vraiment vérifier si l'ouverture est là. Sinon, on n'installe pas. Généralement, j'avais suivi un reportage où les éléments de la sonale. Non. Ah non. Non, pas du tout. Au moment de l'installation du matériel, c'est-à-dire si on n'a pas ces ouvertures au niveau de notre appartement, normalement on devrait doit les créer. Ou alors on les crée. Oui, on ne devrait pas installer du moment qu'ils sont pas là. On ne devrait pas installer sans chauffe-bain ou sans chauffage. Oui, exactement. On les installe. Voilà. Justement, même pour ce qu'on disait, c'est un petit peu pour l'évacuation, etc. Parfois, elles sont obstruées par la poussière. Souvent, on est dans la cuisine, avec il y a toujours du gras dans la cuisine, etc. Donc, il faut soit les nettoyer souvent, ou alors l'idéal, c'est toujours laisser une petite ouverture, puis une petite on a tendance, je ne sais pas, mais bon, je vais vous... on a tendance à faire des travaux quand on habite dans un nouvel appartement, surtout dans les appartements. Oui. Et puis, on ne prend pas en considération les plans de l'appartement. Oui. Et on peut se retrouver à boucher par inadvertance les conduits justement d'aération et les conduits qui sont faits justement pour les chauffages. Oui, ça arrive justement des gens, comme vous disiez, qui font des travaux et qui par exemple déplacent l'endroit où est installé le chauffage. Alors que lorsque l'appartement il est construit, l'endroit où devrait être placé le chauffage, il n'est pas choisi par hasard. Juste à côté, il y a la cheminée d'évacuation de tout l'immeuble. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il fait la personne? Elle enlève le chauffage de là, elle le place ailleurs. Après, pour l'évacuation, ça devient un problème. Soit il faut un tuyau de 3 mètres pour le faire sortir en dehors. Ou on utilise un chauffage avec... exactement, sans... Voilà. Si ça va aller. Tout à fait, ça ne sert pas à grand. On choisit l'esthétique au détriment de la sécurité. Exactement. Et peut-être dernier point en ce qui concerne le choix de l'appareil de chauffage, de préférence peut-être acheter local. Mieux vaut acheter une marque qu'on connaît bien plutôt qu'une marque juste parce qu'elle est importée, qu'elle est fabriquée ailleurs, parce que c'est pas toujours un gage de qualité, d'autant plus que les marques étrangères sont souvent très contrefaites. Donc il faut faire attention. Mieux vaut acheter peut-être local. Voilà. Alors, que faire en cas de fuite de gaz, Farah? Alors, on a parlé du monoxyde de carbone qui n'a pas d'odeur. Là, on va parler du gaz de ville, le méthane, qui lui a une odeur très forte, même si au départ, il n'a pas d'odeur. Voilà, on lui rajoute du tétrahydrothiofène, c'est ça, le THT, pour qu'il ait une odeur et pour qu'il soit détectable. Voilà. Et donc, lorsqu'on sent une odeur de gaz, alors bien sûr, premier réflexe, c'est ouvrir les fenêtres. Il ne faut pas aller faire autre chose. Il ne faut pas allumer la lumière. Le fameux classique, allumer. Mais il n'y a pas que la lumière. Il faut aussi éviter d'utiliser toute source de chaleur. Y compris le téléphone. Exactement. Le téléphone portable. Exactement, tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'on ne nous autorise pas à utiliser le téléphone portable. Pompe à essence. Exactement. Les gens sortent pour passer le temps, ils téléphonent. Heureusement, maintenant, ils le font de moins en moins parce que c'est interdit. Mais c'est vrai qu'on voyait au début, les gens prendre leur téléphone et appeler le temps de faire le plein. Donc, ça, il ne faut pas. Donc, on sent une odeur de gaz dans la maison, on ouvre les fenêtres pour aérer la pièce, on ferme le robinet d'arrêt. On évite aussi de toucher ou d'allumer tout appareil électrique, donc ça soit une lampe torche, on a comme on dit un téléphone ou quoi que ce soit. Bien sûr pour les fumeurs, comme on a dit, en éteint parce que ça peut paraître bête, mais on peut très bien. Un fumeur, il rentre avec la cigarette, voilà. Donc que ce soit la cigarette classique ou la cigarette électronique. Oui, exactement. Donc il y a une source de chaleur, etc. Le risque, il est là. Et bien sûr, faire sortir tout le monde du logement. Si on habite dans un immeuble ou dans une maison qui est mitoyenne à une autre, bien sûr, on avertit les voisins parce qu'il y a toujours un risque d'explosion. Donc, on ne laisse pas ça pour soi. Voilà. Donc, un petit peu les réflexes de base à faire, à avoir. Rapidement, dernier point, Farah, pour finir avec quelques conseils pour bien entretenir son appareil de chauffage. Ah oui, alors pour ce qui est de l'entretien et de l'installation des appareils de chauffage, alors ce sont des points très très importants parce que souvent les intoxications au monoxyde de carbone sont dues à un mauvais entretien ou à une mauvaise installation. Donc c'est ça les principes, ce n'est pas forcément le problème de l'appareil en lui-même qui soit conforme ou non conforme. Vraiment c'est un problème parce que les fuites de monoxyde de carbone ou des fuites de gaz, souvent c'est un problème donc d'installation. Alors il y a quelques recommandations qui sont plutôt simples à suivre. Alors on fait toujours appel à un professionnel pour l'installation du chauffage, de préférence un plombier chauffagiste. Donc c'est la spécialité. Donc on n'appelle pas l'oncle bricoleur pour installer le chauffage. Voilà, parce que même non plus. Exactement, on ne va pas s'amuser avec ça. Voilà, c'est trop sérieux comme pour donner ça à n'importe qui. Alors faire un entretien annuel avant d'allumer le chauffage. L'entretien
il se fait par un professionnel toujours, parce qu'il voit un petit peu, il va ouvrir, il va voir les pièces, quelles sont les pièces qui sont usées, qu'est-ce qu'on doit remplacer. Il va voir aussi si le tuyau d'évacuation des gaz de combustion n'est pas obstrué par quelque chose, c'est ce qui peut provoquer des intoxications au monoxyde de carbone, parce que les gaz ne trouveront pas le chemin pour s'évacuer, comme si le tuyau il est bouché. Donc ça va reflouer à l'intérieur de la maison. Il va aussi vérifier l'étanchéité des tuyaux de raccordement pour éviter aussi les fuites de gaz. Et il va aussi voir si le gaz brûle bien dans le chauffage. D'ailleurs, voilà, pour voir si vous pouvez voir vous-même la couleur exactement de la flamme. Lorsque la flamme elle est bleue, ça veut dire que les gaz se brûlent bien. Donc il y a un dégagement de vapeur d'eau et de CO2. Le CO2, ça va. CO2, il n'y a pas de souci. Mais si la flamme elle est orange, ça veut dire que le gaz ne brûle pas bien. Et dans ce cas, c'est là où il y a le chauffage exactement dégage du monoxyde de carbone. D'accord. Voilà, donc quand vous voyez votre chauffage, que ce soit le chauffe-bain ou le chauffage qui dégage, qui a une flamme orange, ça veut dire qu'il dégage du monoxyde de carbone. C'est à ce moment-là qu'il faut faire appel à un professionnel pour un petit peu arranger tout ça. Voilà. Et peut-être dernière image. Oui, toujours la flamme. Et puis peut-être pour finir, il y a la société de distribution de gaz et d'électricité d'Alger, la SDA, qui a lancé le début du mois une campagne de sensibilisation justement contre les risques d'intoxication au monoxyde de carbone. Donc ils ont lancé une caravane qui va un petit peu sillonner les écoles, les CEM, les lycées, etc. pour un petit peu sensibiliser les enfants, pour qu'ils justement fassent passer le message aux parents. Je trouve que c'est une bonne chose, parce que parfois les enfants arrivent à capter et les parents et à les sensibiliser mieux peut-être un étranger ou une campagne, etc. Donc je trouve que c'est une bonne chose. Voilà. Merci beaucoup, Farah. Je vous en prie, ça va aller jusqu'au mois d'avril. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup, Farah. Merci à vous. On va peut-être parler de la grippe. Oui. Cette fois avec Widad Agabi, avec le froid qui s'installe ces jours-ci, le risque de propagation de la grippe saisonnière est réel. Cette dernière affecte chaque année des milliers d'Algériens. C'est une maladie qui peut engendrer des complications chez les personnes à risque. Et pour s'en prémunir, le vaccin demeure le moyen le plus efficace. Et justement, la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a débuté hier, dimanche 10 novembre, avec donc sur différentes wilayas du pays où le quota des vaccins est déjà acheminé. Oui. Donc, hier, ils ont commencé. Donc justement, la campagne de vaccination a commencé hier pour le vaccin contre la grippe. Donc cette maladie qui est une maladie infectieuse et qui est due à un virus. Donc c'est une maladie très contagieuse qui n'est pas si anodine, comme vous venez juste de le dire, Soumeya, pardon, que c'est une... C'est un joli prénom, Mariam aussi. Petite dédicace à Mariam Akek. Voilà, exactement. Donc elle n'est pas si anodine parce qu'elle peut engendrer des complications et elle peut même être mortelle. Rappelons juste qu'en 2018, en Algérie, il y a eu 23 décès et dans le monde entier, il y a eu 6000 décès suite à la grippe et à ses complications, justement. Et c'est une maladie qui revient chaque année, chaque automne, et qui va durer jusqu'au printemps, d'où l'appellation de grippe saisonnière. Et justement, quels sont les symptômes de la grippe saisonnière? Alors tout d'abord, il faut faire la différence entre rhume et grippe. Voilà. C'est différent. Souvent, on ne fait pas la différence entre rhinite allergique, rhume et grippe. C'est ça, parce que les symptômes se ressemblent, mais il y a quelques différences. Donc déjà, le virus, ce n'est pas le même. Et le tableau clinique n'est pas le même. D'ailleurs, dans le rhume, en général, les symptômes s'installent de façon progressive, de façon lente. Il s'agit d'une petite fièvre, écoulement du nez, éternuement, petite fatigue. Et en général, c'est des symptômes banaux qui disparaissent, c'est une maladie bénigne. En général, elle ne donne pas de complications. Par contre, la grippe, c'est des symptômes qui sont plus intenses, qui vont apparaître de façon brutale. C'est une fièvre importante. Ces symptômes vont confiner la personne au lit. Donc, des maux de tête, des courbatures, des douleurs articulaires. Et ces symptômes, ils peuvent durer jusqu'à 6 jours. Donc, si la fièvre persiste jusqu'à 6 jours, c'est pas
bon du tout. Oui, parce que la personne, elle ne peut même pas aller travailler. Elle est confinée au lit. Donc, ces symptômes, on a dit qu'ils peuvent disparaître, mais ils peuvent évoluer vers des complications, notamment atteinte de l'oreille, comme une otite, ou bien des troubles neurologiques, atteinte pulmonaire comme une bronchite, ou bien même une atteinte cardiaque. Ils peuvent être mortels. Et ça, c'est surtout pour les personnes qui sont à risque, des personnes vulnérables, des personnes immunodéprimées. Et justement, quelles sont ces personnes à risque? Oui, c'est les personnes à risque qui ont une immunité qui est diminuée par rapport à une personne en bonne santé. Ce sont surtout les personnes âgées de 65 ans ou plus, ou les enfants ou adultes qui sont atteints de maladies chroniques, notamment les maladies cardiaques, pulmonaires, les hémodialysés par exemple pour l'insuffisance rénale chronique, les diabétiques, les hypertendus, donc que ce soit enfants ou adultes. Et aussi les femmes enceintes, tout âge de la grossesse, elles sont concernées, elles sont à risque parce que l'immunité chez toutes ces personnes-là, elle est diminuée. Comment soigner cette maladie? La grande question. Oui, en fait, c'est un traitement symptomatique. Quand il s'agit des symptômes qu'on a parlé, qu'il n'y a pas de complications, on donne en général, quand il s'agit de la fièvre, on donne les moyens physiques qu'on fait même pour les enfants, et le paracétamol qu'on connaît tous. Et on préconise en général de boire beaucoup d'eau, des tisanes peut-être aussi? Oui, des tisanes. Oui, de la vitamine C souvent. De la vitamine C pour lutter contre la fatigue, justement. Et quand il s'agit des complications, en fonction de la complication, on va prendre en charge. Ça dépend s'il s'agit d'une otite ou par la suite, il y aura ce soit antibiotiques. Il y a même parfois, ça peut amener, donc on peut aller jusqu'à l'hospitalisation. Donc de ces personnes-là quand il s'agit de complications. Alors ce qui nous intéresse le plus, c'est comment prévenir la grippe. Oui, la grippe. Avec le vaccin. Il y a le vaccin, il y a les moyens aussi, ce qu'on appelle les moyens préventifs qui sont les mesures d'hygiène. Qui sont très très importants. Comme on sait que la grippe, elle se transmet par les gouttelettes. Et elle se transmet de façon directe d'une personne à une personne, soit par éternuement, soit par une toux, ou bien même de façon indirecte quand on est en contact avec des objets, ou par exemple la poignée de la porte voilà. Donc là c'est la place des mesures d'hygiène. Donc ça sera des petits conseils qui peuvent nous faire éviter, surtout pour les personnes qui sont vulnérables, notamment se laver toujours les mains toute la journée à l'eau et au savon, ou l'idéal, avoir les solutions hydroalcooliques. C'est ça, les solutions... les gels pour désinfecter, exactement. Éviter de dire bonjour de très près, de loin. Je bien m'écarter. Voilà. J'adore. Mounia Utissi, hier, je lui ai dit, en écoutant la radio, l'Institut Pasteur annonce que la grippe cette année sera virulente. Elle me dit, j'arrête de faire la bise. De loin. Méthode de prévention. Voilà, c'est ça, oui. Donc éviter d'être en contact surtout avec les gens qui sont malades. Si on vit sous le même toit avec ces gens-là, on peut porter un masque ou même des bavettes, voilà, pour se protéger. On a dit pour les personnes vulnérables. Et aussi, on peut se protéger contre la grippe justement déjà quand on touche, éviter de toucher déjà le visage et le nez, les yeux, la bouche sans laver les mains. Donc toujours éviter de faire ça parce que c'est... Peut-être penser à nettoyer les poignées de porte. Oui, mais après quand on travaille et tout... Non, chez nous... au boulot, ça va, mais au boulot... C'est ça. Ça va être compliqué. C'est-à-dire éviter de toucher tous les endroits qui peuvent justement permettre au virus de pénétrer dans le corps, c'est ça. Donc justement quand on est dehors, on évite, je sais pas... Il y a des gens qui adorent se ranger les ongles, par exemple, ils évitent en période de... Voilà, par exemple. Par exemple, oui, c'est vrai. Il faut avoir son gel hydroalcoolique tout le temps. Tout le temps sur soi. Et puis le point le plus important pour la prévention, ça reste la vaccination qui est le moyen le plus efficace chez ces gens-là qui sont à risque.
Et la vaccination, on a dit qu'elle a débuté hier. Mais cette année, elle a commencé hier. Habituellement, c'est au mois d'octobre qu'elle commence la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. Cette année, elle a été retardée. Pourquoi? Parce que en fait, le virus de la grippe, il y a 3 types de virus, le A, le B et le C. Et le C est le moins fréquent chez les êtres humains. Il y a le A et le B qui sont le plus fréquents. Et ces virus-là, ils changent ils mutent chaque année. Et c'est pour ça qu'on demande aux gens de se faire vacciner chaque année. Parce qu'il y a beaucoup de malades, quand on leur demande de se faire vacciner, ils nous disent mais j'ai fait déjà le vaccin l'année passée. Ils comprennent pas, oui. Donc c'est pas le même vaccin, c'est pas la même formule. C'est la souche qui change. C'est la souche qui change parce qu'il mute chaque année et il est différent, il est peut-être plus fort. Oui, justement, chaque type a des souches et chaque souche, elle va muter, l'ADN du virus va muter et l'OMS cette année a tardé pour justement définir la souche de cette année. Et c'est pourquoi la campagne intervient donc un petit peu en retard. C'est ça, exactement. Et par rapport à la vaccination, donc le vaccin il est disponible dans toutes les structures publiques, les centres hospitaliers, il est gratuit. Ils peuvent même l'acheter en pharmacie, en officine et il est remboursé 100% par la sécurité sociale. Donc pourquoi ne pas aller rembourser pour les personnes qui ont une maladie chronique, etc. Pas pour tout le monde. Pour tout le monde, de toute façon, il n'est pas très cher. Tu as raison, de 500 dinars, je crois. 600 dinars. Voilà. Est-ce qu'on peut vacciner les enfants, les bébés? Justement, les enfants, l'âge idéal pour les vacciner contre la grippe, c'est à partir de l'âge de 6 mois. Donc, c'est pas tous les enfants qui seront vaccinés. C'est les enfants qui ont une maladie chronique. Là, il faut les vacciner comme les enfants diabétiques, les enfants qui ont une maladie cardiaque. Là, vraiment, il faut les vacciner. Mais sinon, dans le cas contraire, on préconise de les laisser développer leur immunité. Exact. On préconise toujours on demande toujours aux parents de laisser les enfants en contact avec les autres enfants pour s'échanger les virus. Voilà. J'aime bien s'échanger les virus. C'est ça. Voilà. Mais merci beaucoup, Ida Dagabi. Merci à vous. On va passer à Mounia avec l'emmaillotement. Voilà, l'emmaillotement ou l'emmaillotage. Qui est délaissé depuis des années. L'emmaillotage des tout petits dans un linge ou dans une couverture pour les apaiser et favoriser leur sommeil revient plutôt à la mode. Mais si cette technique a ses partisans, elle a aussi ses détracteurs qui pointent ses risques. D'abord, on va définir la chose. Emmailloter bébé, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que l'emmaillotage ou emmailloter bébé? Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est le fait d'envelopper le bébé dans un linge ou une couverture spéciale. Maintenant, il existe des couvertures justement d'emmaillotage ou d'emmaillotement. On va le dire en algérien. Voilà. Mais avant qu'on ait avec des bandelettes. Exactement. Oui. Mais maintenant, c'est momie, quoi. Voilà, c'était momifié. Exactement. On faisait un massage à l'huile d'olive. Exactement. Et on finissait avec momifié. On y a survécu, comme quoi. Oui. Ça nous a pas fait de mal. Bah non, pas du tout. Exactement. De l'emmailloter, enfin de l'envelopper dans une couverture. On est en train de la voir. Et voilà, exactement, de l'envelopper dans une couverture. Il est content par contre, lui. Oui, il s'endort facilement avec, à ce qui paraît. D'accord. Mais les spécialistes du développement de l'enfant lui reprochent aussi d'aller à l'encontre de la liberté de mouvement des bébés. Oui. Parce que c'est vrai, emmailloter bébé, c'est un peu l'emprisonner dans ne pas le laisser... On est en train de voir ça en image. Exactement, ne pas le laisser bouger. Donc, voilà, ça c'est justement les nouvelles couvertures qu'on trouve justement sur le marché en ce moment. C'est des couvertures spéciales pour emmailloter bébé. Donc vous n'avez plus besoin de bandage ou quoi que ce soit d'autre. Donc vous achetez cette petite couverture. Et puis vous placez bébé à l'intérieur et puis vous l'emmaillotez. En fait, ça ressemble plus à une gigoteuse qu'à autre chose. Je trouve. De loin. La gigoteuse, on a les mains libres, oui. Les mains libres. Oui, mais quand on emmaillote bébé, on n'utilise pas de gigoteuse. Mais si on le fait, c'est pour un peu... on est en train de voir une image qu'on avait vue hier. Oui, c'est assez drôle, on avait vu hier. Donc c'était... le bébé, quand il est emmailloté, il est... Et pas très content, mais là... Pas très content, mais dès qu'il est... Il s'étire libre. Voilà, il s'étire les bras. Voilà, tout simplement, ça lui fait du bien aussi. Mais si on le fait, c'est un peu pour lui permettre de dormir, de faire des nuits plus longues. Alors ça
dépend des façon bébés, voilà, à éviter exactement. les sursauts parce que bébé généralement Voilà. il bouge la nuit et ça le réveille. Exactement, justement, c'est pour éviter aussi le réflexe, ce qu'on appelle le réflexe de Moro. C'est les bébés à 1 mois, voilà, ça c'est la technique d'emmaillotage. D'accord. Exactement, c'est comment emmailloter bébé avec une couverture quand on n'a pas la couverture spéciale. Ouais, Donc on avec prend les une straps. couverture, on met le bébé dessus, comme on le voit maintenant, et puis après on place ses bras sur son buste, près du visage de préférence. C'est comme ça en principe qu'on le fait. Et puis on recouvre, on emballe tout simplement. Emballer, c'est peser. Voilà. Je vous assure, c'est le premier truc auquel Vous n'avez pas momifié vos enfants, vous. Pardon? Vous n'avez pas momifié Non, non. vos enfants. Non, non. Non, je rigole. Alors vous ça, l'avez c'est pas comment... fait pourquoi? Pardon, C'était Mounia. pas Oui, pas de tendance. souci. Je sais pas si c'était pas tendance, mais la pratique, elle avait disparu à ce certain moment, moment-là. oui. Donc personne ne m'a demandé, ne m'a conseillé de le faire, etc. Et Il puis vous a voilà. montré comment faire, surtout. Non, je sais pas, j'ai pas ressenti le besoin. Puis c'était pas dans l'air du temps. Je crois qu'on avait quasiment oublié cette pratique-là. Donc parce qu'à un certain automatiquement- moment, c'était tombé dans l'oubli à un certain moment. Exactement. On le Donc faisait là, plus, c'était les tout à grands-mères fait. avant qui le faisaient. Voilà. On Après, est- ça s'est arrêté d'un coup, j'ai l'impression. Ouais, après Et ça puis, s'est arrêté d'un coup et maintenant ça Exactement. Donc c'est à la mode. je le mettais dans une gigoteuse. On la mettait dans nuit, une gigoteuse et c'est voilà. tout. on dit, La journée, il est était couvert. libre. Voilà, tout simplement. Mais il faut savoir aussi qu'il ne faut pas emmailloter bébé toute la journée non plus. Avant, c'est ce qu'il juste faisait, à- non? Avant, c'est ce qu'il faisait. C'était toute la journée. C'est- L'enfant, il c'est- était ouais, mais c'est enroulé. déconseillé. Il faut le faire la nuit. La nuit, voilà, c'est surtout la nuit pendant qu'il dort. Donc l'emmailloter et puis lui garder les bras en position de sécurité, on va dire, sur le buste et près du visage. Et puis pas trop serrer justement l'emmaillotage. De façon à pouvoir introduire votre sa main intérieure pour qu'il y ait quand même un petit peu d'espace. Sinon Oui. après on risque d'avoir des complications, n'est-ce pas docteur? Oui, c'est vrai. Voilà. Et puis ne pas forcément serrer sur les jambes. Oui, d'accord. Surtout Pour la circulation. Pour la hanche aussi. Voilà, c'est pour la hanche parce qu'en général, c'est 2% des nouveau-nés qui naissent avec Une luxation de une la hanche. luxation de la hanche. Donc c'est la hanche qui n'est pas à sa place, tout simplement. ça. Voilà. Donc en l'emmaillotant et puis en serrant Ça sur ses aggrave son hanches, cas. ça aggrave un petit peu le cas. Il peut garder des complications des par la gardes- suite. voilà, et puis il peut boiter plus tard. Tout simplement. Alors on dit, Mounia Otis, que cette sensation d'enveloppement rappelle la vie dans le ventre de la mère. Exactement, c'est justement pour ça que c'est réconfortant. C'est pour ça que c'est réconfortant, ça le remet aussi dans ses souvenirs de voilà. Donc ça rappelle au bébé le fait d'être bien au chaud à l'intérieur comme ça dans le ventre de sa maman. Diminuerait les pleurs de bébé. C'est ce qui diminue, mais pas tous les bébés, parce qu'il y a des bébés qui ne supportent pas. Voilà. Alors si bébé ne supporte pas, Si il faut bébé- arrêter. Faut pas, Si faut bébé pas ne supporte insister. pas, il faut pas insister, faut pas aller à l'encontre de ses désirs. Parce tout qu'il peut simplement. refuser. Hein. Il peut refuser. Oui. Si, voilà, exactement. Il crie, il pleure. S'il continue à crier et à pleurer, Ça vaut sert à mieux rien enlever parce finalement. que ça va le stresser. C'est censé l'apaiser. Si ça ne marche pas, on laisse tomber. On laisse tomber C'est tout ça, simplement. Voilà, exactement. Alors on a parlé des précautions à prendre pour Voilà. justement. Donc les précautions, c'est de bien emmailloter bébé avec les bras sur le buste, les mains aussi c'est près du visage. On serre légèrement juste sur le haut du corps, pas On le serre bas. pas On laisse trop. quand même les pieds bouger. On le fait jusqu'à 2-3 mois, je pense, parce qu'ensuite bébé commence à se retourner et s'il est comme ça, il se retourne sur le visage, il va pas pouvoir respirer non plus. Donc on a plus de risque de la mort subite du nourrisson. Voilà. On À est ce sur moment-là, le donc- ventre. Non, Sur non, le ventre. non, Non, jamais. Jamais. Sur le dos. dos. Jamais. Toujours sur le dos. D'accord. Jamais bébé sur le ventre. D'accord. Parce que bébé ne qu'il sait va pas. étouffer, Voilà, ouais. sinon il va étouffer. Ah, bah oui, il peut pas. Il aura le visage sur son nid ou sur Voilà. là. Donc voilà, il va. Il n'a pas le va même étouffer. réflexe, Sur le ventre exactement. quand il est réveillé plutôt. Ouais, non, un tout le temps. petit peu. Je sais pas. Ne jamais mettre bébé sur le Pas ventre. jamais, sinon, mais je mettez vois pas sur le l'utilité à la base. Quand- Pourquoi le mettre sur le ventre? Pourquoi le mettre Peut-être sur le quand ventre il joue, exactement ou alors Quand il il est avec joue, le- et quand sur un il tapis arrive- d'éveil et puis Voilà. on joue avec lui, d'accord, on est là à Exactement. surveiller. Et encore, Disons que lorsqu'il j'ai arrive l'habitude à, de voir porter- des bébés- à lever la tête, pas Exactement, avant. c'est pas Parce tous les qu'au bébés début, qui il ne peut pas arrivent lever à- la tête. Je ne sais pas combien de mois il peut lever sa tête, justement. Voilà. Mais On dit à partir qu'après de 2 là, mois, il peut bouger, il peut se retourner un Oui, petit peu. après 2 mais mois, par il peut rapport à la commencer tête, Il va tourner. commencer à tourner. Et s'il commence à tourner, il peut pas. S'il commence à tourner, puis il est momifié, comme vous avez dit, il va se retrouver directement face contre
contre son lit, et là, il risque de s'étouffer justement. Donc, il vaut mieux éviter de l'emmailloter plus que au-delà de 2 mois, 2-3 mois. Tout simplement, on évite l'emmaillotage, et puis ça ne marche pas sur tous les bébés, on l'a dit. Quand ça stresse bébé, on oublie, on arrête. Et voilà. Et puis je pense que... Donc ça, c'est les risques de l'emmaillotement. Oui, je pense aussi, il faudrait peut-être, comme disait Mounia, au-delà de 2-3 mois, il faut arrêter, parce que je pense que l'enfant aussi doit un petit peu développer sa masse musculaire et son habilité à bouger, sa motricité, etc. Exactement. Donc il faut le laisser bouger un petit peu. Voilà, ça peut peu. Retarder sa motricité, je pense, si on le laisse longtemps emmailloter comme ça. Parce qu'avant, on avait les grands-mères, pour elles, c'était justement emmailloté pour qu'il soit grand. Voilà, pour avoir... des grands-mères, et je pense que... Ça me rappelle justement ma mère... Bon, je ne m'en rappelle pas, moi, bien sûr, c'est ma mère qui me racontait. Donc, ma grand-mère nous... Le contraire m'aurait étonné, Ma grand-mère, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle nous faisait un massage à l'huile d'olive. Donc, elle nous massait entièrement à l'huile d'olive. Ça, c'est ce qu'on vous a raconté. C'est ce qu'on Mais c'est ce que tout le monde faisait. C'est ce que tout le monde faisait. Idem pour moi, donc c'est ce qu'on nous a raconté. Elle nous emmaillotait avec les bandages de la tête. Enfin, des pieds à la... Oui, quasiment. Voilà, par la tête. Ça fait beaucoup de bien, un bébé, pareil. Pas toujours. Et puis elle nous prenait par les... parler des risques de Et puis elle nous prenait par les pieds pour nous secouer comme un poisson. Et elle disait, enfin ma grand-mère, voilà, elle disait comme ça, elles auront un cou long et fin. D'accord. Après, je ne sais pas si c'est vrai, mais apparemment c'était un critère de beauté à l'époque. Apparemment, je ne sais pas. Donc c'est ce qu'elle nous faisait, et puis elle nous mettait un peu de creux aussi dans les yeux. Ah, c'est mignon, c'est une tradition. C'était une tradition, voilà, c'était une tradition. Maintenant, on le fait plus comme ça, bien sûr. Et quand on emmaillote bébé, bien sûr, on ne rajoute pas de gigoteuse parce qu'il a déjà, bébé a déjà son pyjama. Donc s'il fait froid, il a déjà un body plus un pyjama, et puis dans sa couverture d'emmaillotage, alors une gigoteuse. Une gigoteuse en plus, ça fait un peu beaucoup. Oui, pardon. D'autant plus que je crois que les bébés avant 6 mois, leur corps ne régule pas la température. Donc quand il fait chaud, ils ont très chaud, et quand il fait froid, ils ont très froid. Je pense qu'il faut prendre ça en considération lorsqu'on les habille, etc. Lorsqu'on les habille, justement, on en avait parlé la dernière fois. C'était avec Mahrez, comment habiller bébé selon la température, justement. Et comme là, il fait vraiment froid, il faut prendre la température de la chambre, justement. Moi, ce que la petite astuce, je sais pas, mais c'est ce que je faisais moi à la maison, c'est que j'avais le thermomètre de bain. Je sais pas si vous connaissez, donc c'est un thermomètre classique et que je laissais traîner dans la chambre quand je leur donnais pas le bain. Je les laissais traîner dans leur chambre toute la journée dans la chambre. Donc j'avais la température de la chambre et selon la température, j'habillais en fonction. Parce que c'est une bonne idée, oui. Voilà. La meilleure température pour une chambre de bébé, c'est entre 18 et entre 19 et 21, c'est ça? À peu près. À peu près, voilà. Donc 19, ça va, 19-20 degrés. Comme ça, bébé dormira bien tranquillement. Il faut pas que ça soit trop chaud. Il ne faut pas que ça soit trop chaud. Voilà. Il ne faut pas trop habiller non plus bébé. Donc à 18-19 degrés, c'est un body manche longue plus un pyjama et une gigoteuse. Mais si vous emmaillotez bébé, c'est juste l'emmaillotage et pas de gigoteuse. Et si vous emmaillotez pas, vous mettez des petites moufles. Moi, j'aime bien mettre des petites moufles parce que les bébés ont souvent les extrémités sont froides. Et là, il faut faire attention par rapport à ça. Pour les chaussettes et que vous mettez, donc, parce qu'il y a des enfants, il faut toujours qui arrivent à les enlever. Non, il faut toujours les vérifier quand l'enfant il pleure beaucoup, parce qu'on remarque ces derniers temps, quand il y a les cheveux de la maman qui s'enroulent. Ah oui, ça je le vérifiais tout le temps parce que j'avais vu une image. Vérifier. Justement. Des fois, il y a des enfants qui pleurent toute la journée, la maman elle comprend pas, elle est là. Pourquoi donc, elle se dit pourquoi il est là. Quand on l'emmène à l'hôpital ou chez le médecin, quand on enlève, là on trouve ça fait un cheveu, c'est ça. Le cheveu de la maman qui s'enroule sur le doigt, autour du doigt. Ça peut détruire l'extrémité. C'est ça. Exactement. Ça peut nécroser le doigt. Et perdre le doigt. Ça fait mal. Oui, parce que ça ne se voit pas ensuite, c'est tellement fin, et puis les bébés sont tellement bien potelés qu'on ne remarque pas souvent. Mais après, ça devient rouge. Voilà, c'est les symptômes rouge, bleu. Voilà. Si c'est bleu, c'est grave. Donc quand bébé pleure, il faut vraiment tout vérifier, tout enlever, il ne faut pas hésiter. Les jeunes mamans, parce que parfois ils ne pleurent pas pour rien. Mais souvent on dit pleure comme ça. Non, ils ne pleurent pas pour rien. Justement, on va essayer de faire une rubrique sur les pleurs de bébé. Sur les pleurs de bébé et le fait de les laisser pleurer ou pas. Parce qu'il y a une technique où il faut les laisser pleurer 10-15
pour minutes, je sais pas. Oui, mais c'est pas possible. Moi, je suis contre. Avant, on disait faut les laisser pleurer, ça développe leurs poumons, ça développe rien. Si bébé pleure, c'est qu'il y a a un problème. Soit il a faim, soit il a mal, soit il est fatigué. Oui, c'est sa seule façon de s'exprimer, justement. Donc, s'il n'arrive pas à communiquer, c'est comme ça qu'il communique son mal-être. Mais c'est qu'il n'est pas content, hein. Voilà. Oui, non, il n'y a rien. S'il pleure, c'est qu'il rare qu'il pleure parce qu'il n'y a rien. S'il pleure, c'est que soit il a faim, soit il a froid, il a mal, la couche est pleine, ce genre de choses. Il faut vérifier tout ça. Si tout va bien, là, à ce moment-là, quand on se dit peut-être qu'il a mal quelque part, et puis on s'inquiète en général quand Pépé pleure 6 heures d'affilée, c'est ça? Oui, voilà. Pleure incessant. Voilà, là, on va mieux consulter. Il y a des cas d'invagination, ça peut aller jusqu'à la chirurgie et tout, donc là, il faut s'inquiéter. Voilà. C'est que ça se voit pas et que c'est plus grave, quoi. Voilà. C'est ça. Oui. Mais quand bébé chouine, c'est autre chose. Il faut faire la différence entre... Bon, bébé ne chouine pas, c'est à partir d'un certain âge qu'il commence à chouiner, un an et demi, quand il apprend à défendre ses intérêts, à manipuler ses parents. Exactement, à ce moment-là, il commence à chouiner. Bébé manipulateur. Ah oui. Enfant roi. Tout ça. Mais bon, si bébé pleure, c'est que ça va pas. Il faut vérifier. C'est sa seule manière de s'exprimer. Voilà. Alors, l'emmaillotement, qu'en pensent les professionnels, Mouniriti? La professionnelle est là. En général, les professionnels sont contre. Oui. Voilà. C'est vrai. Parce que ça peut aller, ça peut provoquer des dégâts. Mais justement, elle a fait une grimace tout à fait au début quand on avait parlé. Ça peut provoquer des dégâts, comme on avait dit. C'est la hanche. Comme les os sont comme des cartilages à la naissance, donc plus on serre et plus on risque de malformation. C'est ça. Bah voilà, c'est dit. Hein, c'est tout à fait. Vous n'êtes pas d'accord? Non, oui, je suis pas d'accord avec l'emmaillotement. Bah c'est ça, oui. Oui. D'ailleurs, tout à l'heure, on en avait parlé. J'ai fait la même grimace. Donc c'est aux parents de décider, c'est ça. En voilà. fait. Voilà. Ben merci beaucoup les filles. Merci. À la semaine prochaine. Avec plaisir. Voilà. Bonjour d'Algérie, c'est déjà la fin. On va remercier toute l'équipe technique qui m'a accompagnée pour la réalisation de cette émission. Je remercie Wafal Rouati à la réalisation, Amel Almi qui a préparé cette émission, Hanan, notre charmante script également. Et puis toute l'équipe technique présente ce matin. Puis mille merci à vous de nous avoir suivis. J'aurai plaisir, Inch'Allah, de vous retrouver demain, même heure, même chaîne. D'ici là, prenez grand soin de vous et de ceux que vous aimez. Et puis surtout, gardez le sourire, c'est important. Et la grippe, il faut faire attention. Voilà, c'était tout pour ce matin. J'aurai plaisir de vous retrouver demain. Donc, même heure, même chaîne. Salam.